Que feriez-vous si votre mari vous trahissait de la manière la plus humiliante qui soit devant toute l'Europe? Si vous étiez Catherine la Grande de Russie, la réponse serait simple, transformer cette humiliation en l'arme la plus meurtrière de l'histoire. Par exemple, si vous vouliez savoir comment une femme a transformé sa douleur en pouvoir absolu. Et dites-moi dans les commentaires jusqu'où, selon vous, peut aller la soif de vengeance. Car ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une histoire d'amour trahi, mais un manuel de guerre psychologique à faire trembler Machiavelli. Nous sommes en 1762, à Saint-Pétersbourg. Imaginez le palais le plus opulent qui soit. Multipliez ce chiffre par 10, et vous serez toujours loin de la magnificence du palais d'hiver. Là, au milieu de tapisseries dorées et de couloirs interminables, déambule une femme de 33 ans qui vient de voir son monde s'écrouler. Elle s'appelle Sophie Auguste Frédéric d'Anhalt-Zerbst-Dornburg, mais l'histoire la connaîtra sous le nom de Catherine II de Russie, et en ce moment même, elle prépare la vengeance la plus élaborée et la plus cruelle jamais imaginée par l'esprit humain. Pourquoi? Parce que son mari, l'empereur Pierre Ier, l'avait non seulement humiliée publiquement, mais avait aussi commis l'erreur la plus stupide qu'un homme puissant puisse commettre, sous-estimer sa femme. Pierre n'était pas seulement infidèle, il était pathétiquement infidèle. Cet homme, censé être l'empereur de toutes les Russies, se comportait comme un adolescent désespéré. Il avait officiellement installé sa maîtresse, Elisabeth Boronzova, au palais impérial. Et pire encore, il avait publiquement menacé de divorcer de Catherine pour épouser cette femme. Mais voici ce que Pierre ne comprenait pas. Et vous non plus probablement jusqu'à cet instant, Catherine n'était pas une victime attendant d'être secourue. C'était une prédatrice attendant le moment idéal pour frapper. Tandis que Pierre jouait au empereur avec des poupées de porcelaine, l'homme collectionnait littéralement les soldats de plomb. Catherine n'avait étudié ni la broderie ni la musique, mais la philosophie politique, la stratégie militaire et, surtout, l'art de la séduction comme outil de pouvoir. Saviez-vous que Catherine était arrivée en Russie, princesse allemande de moins de 14 ans, sans parler un mot de russe? En moins de 20 ans, elle avait non seulement maîtrisé la langue, mais aussi compris la politique russe mieux que les nobles nés là-bas. Elle avait lu Voltaire, Didier Derue et Montesquieu. Elle connaissait chaque faction à la cour, chaque alliance secrète, chaque faiblesse de chaque homme puissant de l'Empire. Et maintenant que Pierre l'avait humiliée publiquement, le temps était venu de mettre tout ce savoir à profit. Dans la nuit du 28 juin 1762, tandis que Pierre dormait paisiblement, persuadé que sa femme n'était qu'une décoration inoffensive dans son palais, Catherine était éveillée, sans pleurer ni se lamenter. Elle écrivait des lettres très précises à des hommes très précis, car elle avait découvert quelque chose qui allait tout changer. Si Pedro pouvait utiliser sa position pour obtenir ce qu'il voulait, elle pouvait utiliser quelque chose d'infiniment plus puissant, son intelligence, son charme et, oui, son corps, mais d'une manière qui ferait passer l'infidélité de Pedro pour un jeu d'enfant. Ce que Peter ignorait, c'est que sa femme avait créé un réseau, non pas d'espions, mais d'alliés, d'hommes puissants qu'il admirait non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son esprit brillant. Le problème était que Peter était si arrogant qu'il ne se demandait jamais pourquoi tant d'officiers de la garde impériale, tant de nobles influents, tant de diplomates étrangers parlaient de Catherine avec cet étrange mélange de respect et d'un peu plus. La réponse était simple et terrifiante. Catalina avait compris que dans un monde où le pouvoir était concentré entre les mains des hommes, le moyen le plus efficace d'y parvenir n'était pas de les affronter directement, mais de les inciter à le lui céder. Et lorsqu'un homme puissant se sent suffisamment privilégié pour croire qu'il est le seul à comprendre véritablement une femme brillante et belle, c'est là que la véritable magie opère. Car ce que vous découvrirez dans cette histoire, ce n'est pas comment une femme s'est consolée de l'infidélité de son mari en recherchant d'autres amours. C'est comment une stratège de génie a systématiquement constitué l'armée d'amants la plus meurtrière de l'histoire, où chaque relation était une pièce d'échec placée avec une précision chirurgicale vers un objectif ultime, non seulement se débarrasser de Pedro, mais devenir la souveraine la plus puissante de son époque. Et l'ironie la plus savoureuse de tout cela est que Pierre, dans sa stupidité monumentale, lui avait fourni l'excuse parfaite. S'il pouvait être infidèle publiquement, elle le pouvait aussi. Mais la différence est que Pierre l'a fait par désir, Catherine par pouvoir,
et cette différence allait changer à jamais le cours de l'histoire européenne. Maintenant, avant de penser qu'il s'agit d'une femme méprisée cherchant du réconfort dans des bras inconnus, arrêtez-vous là. Ce que Catherine a fait à partir de juillet 1762 n'était pas de l'infidélité, c'était de la manipulation sociale de haut niveau, et le premier nom sur sa liste n'était pas une coïncidence, Grigori Orlov. Qui était Grigori Orlov? Un officier de la garde impériale de 90 mètres, aux yeux bleus comme la glace de Sibérie et à la réputation qui faisait frémir les épouses de la noblesse de Saint-Pétersbourg. Mais voici ce que la plupart ne comprennent pas, Catherine ne l'a pas fait. Elle l'a choisi parce qu'il était beau, parce que Grigori possédait quelque chose qu'aucun autre homme en Russie ne possédait à cette époque. Un contrôle total sur les régiments qui protégeaient l'empereur. Imaginez la situation. Vous êtes Catherine. Vous venez de décider que votre mari doit disparaître de la scène politique, et vous devez empêcher les soldats chargés de le protéger de le faire. Comment y parvenir? Simplement. Vous couchez avec son commandant, mais pas n'importe comment. Catherine a séduit Orlov avec tant d'habileté qu'il a cru être celui qui l'avait conquise. Leur première rencontre eut lieu lors d'un bal à la cour en août 1762. Pierre était ivre comme toujours, jouant avec ses soldats de plomb dans un coin de la salle, tandis que sa maîtresse, Elisabeth Boronzova, se ridiculisait en essayant de se comporter comme une impératrice. Catherine, vêtue de bleu impérial, s'approcha d'Orlov et lui dit quelque chose qui allait changer l'histoire de la Russie. « Commandant, j'ai entendu dire que vous êtes le seul homme dans ce palais à vraiment comprendre ce que signifie l'honneur militaire. Vous voyez le spectacle ?» En une seule phrase, Catherine avait fait 3 choses. Elle l'avait identifié comme un homme d'honneur. Elle avait suggéré que Peter ne l'était pas et insinué qu'elle appréciait ses qualités. Orlov, qui avait vu Peter humilier les traditions militaires russes pendant des années, mordit immédiatement à l'hameçon, mais Catherine ne s'arrêta pas là. Au cours des semaines suivantes, chaque rencontre fut un véritable cours magistral de manipulation psychologique. Elle ne se jeta pas dans ses bras comme une femme désespérée. Au contraire, elle lui demanda conseil sur la stratégie militaire, le consulta sur le moral des troupes et exprima son inquiétude pour l'avenir de la Russie. Et lorsqu'ils finirent par coucher ensemble, Orlov était convaincu qu'il ne trahissait pas son empereur, mais qu'il sauvait sa patrie. Le plus brillant dans tout cela, c'est que, techniquement, Orlov avait raison. Pierre Ier, en seulement 6 mois de règne, avait réussi à s'aliéner l'Église orthodoxe, à insulter la noblesse et, pire encore, à signer une paix humiliante avec la Prusse, au moment même où la Russie gagnait la guerre de 7 ans. Les soldats le haïssaient parce qu'ils avaient perdu leurs frères dans des batailles que Pierre avait déclarées vaines du jour au lendemain. Catherine savait tout cela, bien sûr, et utilisait chaque parcelle d'information pour faire croire à Orlov que coucher avec elle était un acte patriotique. Imaginez l'intelligence émotionnelle nécessaire pour y parvenir. Donner à un homme le sentiment d'être noble et honorable tout en commettant ce qui est techniquement une haute trahison. Mais voici la partie véritablement diabolique. Alors qu'Orlov se croyait le seul homme dans la vie de Catherine, elle préparait déjà le terrain pour le prochain. Être commandant dans la garde impériale donne accès au pouvoir militaire, mais pour réaliser son projet, il lui fallait bien plus que cela. Le deuxième nom sur la liste était Stanisław Poniatowski, un noble polonais de 29 ans, brillant diplomate, polyglotte et, surtout, un homme ayant des liens directs avec les cours de Vienne, Paris et Londres. Si Orlov lui donnait les moyens, Poniatowski lui offrirait l'attention internationale dont il aurait besoin pour justifier ses actions. Sa façon de séduire Poniatowski était totalement différente, car elle comprenait quelque chose de fondamental chez les hommes. Chacun a besoin de se sentir unique, à sa manière. Avec Orlov, elle avait incarné l'impératrice qui avait besoin d'un héros militaire. Avec Poniatowski, elle jouait l'intellectuelle incomprise qui avait besoin d'un égal intellectuel. Leur rencontre débutait non pas dans des chambres parfumées, mais dans la bibliothèque impériale. Catherine arrivait nonchalamment, sachant que Poniatowski était en train de lire, et ils entamaient des conversations de philosophie politique qui duraient des heures. Elle lui parlait de ses idées pour réformer la Russie, de son projet de créer un code juridique plus juste, de sa vision d'un empire éclairé.
Et quand Poniatowski commença à tomber amoureux, ce n'était pas seulement de son corps, mais aussi de son esprit. La différence avec Pierre était obscène. Pendant que l'empereur passait ses journées à jouer avec des soldats de plomb et à courir après les servantes dans les couloirs, sa femme avait des conversations dignes d'une université avec l'un des diplomates les plus respectés d'Europe. Et le meilleur, c'est que Pierre ne s'en aperçut même pas. Il était tellement obsédé par sa propre infidélité qu'il ne prêta aucune attention aux agissements de Catherine. En décembre 1762, moins de 6 mois après avoir décidé de se venger, Catherine contrôlait déjà les forces militaires protégeant le palais et disposait d'une ligne de communication directe avec les plus importantes chancelleries d'Europe. Mais ce n'était qu'un début, car ce dont il avait réellement besoin, ce n'était pas seulement du pouvoir, mais de la légitimité. Et pour cela, il lui fallait le troisième homme sur sa liste, quelqu'un capable de lui apporter ce que ni la force ni la diplomatie ne pouvaient lui apporter. Vous ne trouverez ce troisième nom dans aucun livre d'histoire romantique, car les historiens préfèrent la bienséance. Mais si vous voulez comprendre comment Catherine a accompli l'impossible, il vous faut rencontrer Alexis Bestutchev-Rioumin, un homme de 68 ans, laid comme le diable, mais possédant quelque chose d'infiniment plus précieux que la beauté. Ancien chancelier de l'Empire, il connaissait les secrets les plus secrets de tous les nobles influents de Russie. Attendez, attendez. Avant de grimacer de dégoût à l'idée qu'une femme de 33 ans séduit un homme d'une soixantaine d'années, comprenez ceci, Catherine ne jouait pas le rôle d'une niaise en quête du grand amour. Il construisait une machine de guerre politique, et Bestouchev était la clé qui transforma toute son opération, d'illégal en inévitable. Pourquoi Bestouchev était-il si crucial? Parce que cet homme avait été l'architecte de la politique étrangère russe pendant des décennies. Il avait négocié des traités, acheté des nobles, fait chanter ses ennemis et, surtout, avait été destitué par Pierre Ier en janvier 1762 pour s'être opposé à l'alliance absurde avec la Prusse. En d'autres termes, elle avait toutes les raisons de haïr l'empereur actuel et disposait de toutes les informations nécessaires pour le détruire. L'approche de Catherine envers Bestouchev était un chef-d'œuvre de manipulation générationnelle. Elle n'essaya pas de le séduire physiquement, cela aurait été ridicule. Au lieu de cela, elle joua le rôle de la fille intellectuelle qu'il n'avait jamais eue. Elle se présenta à sa résidence en janvier 1763. Avec un prétexte parfait. Je voulais m'inspirer de son expérience pour mieux comprendre l'histoire russe. Imaginez la scène. Un vieux politicien amer, publiquement humilié par un empereur idiot, reçoit soudain la visite de l'impératrice, une femme brillante qui lui confie qu'elle considère sa destitution comme l'une des plus grandes tragédies que l'Empire ait jamais connues. Comment pensez-vous que Bestouchev a réagi? Exactement. Il a fondu comme du beurre au soleil. Mais voilà le miracle, Catherine ne lui a pas demandé de l'aide directement pendant des mois. Elle lui a simplement rendu visite pour discuter politique. Elle le consultait sur des décisions mineures, lui demandait son avis sur des questions diplomatiques et exprimait sa frustration de ne pas pouvoir influencer davantage les décisions de son mari. Et lentement, session après session, Bestouchev commença à faire ce qu'aucun politicien chevronné ne devrait faire. Il commença à lui faire confiance. En mars 1763, les visites ne se résumaient plus à de simples conversations. Bestouchev lui montrait des documents confidentiels, lui expliquait les faiblesses de chaque ministre et lui donnait un aperçu complet du fonctionnement réel du pouvoir en Russie. Et lorsqu'il lui demanda enfin ce qu'elle pouvait faire pour mieux servir l'Empire, Catherine avait déjà la réponse toute prête. Elle ne lui demanda pas d'organiser un coup d'État. Cela aurait été trop direct et trop dangereux. Elle lui demanda plutôt de préparer un document juridique justifiant pourquoi, si l'empereur devenait totalement incompétent, l'impératrice pourrait prendre le pouvoir pour protéger les intérêts de l'Empire. Techniquement, il lui demandait de rédiger son propre arrêt de mort politique, mais d'une manière qui sonnait comme du patriotisme. Et Bestouchev l'a fait. Non seulement il a rédigé le document, mais il a utilisé ses relations pour s'assurer qu'il bénéficierait du soutien des nobles les plus influents le moment venu. Car à ce stade, Catherine n'était plus la seule à vouloir se débarrasser de Pierre, c'était pratiquement toute l'élite politique russe. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Auriez-vous pu y parvenir?
Auriez-vous pu identifier précisément ce dont chaque homme puissant avait besoin pour se sentir privilégié et le lui offrir d'une manière qui vous soit pleinement bénéfique? Car c'est exactement ce que Catherine avait accompli en moins d'1 an. Avec Orlov, elle contrôlait les soldats, avec Poniatowski, elle avait une visibilité internationale, avec Vestus, elle avait une justification légale mais il lui manquait encore un élément. Il lui fallait que Pierre commette une erreur si stupide et si publique que même ses rares alliés l'abandonneraient. Et c'est là que la patience de Catherine devint légendaire, car elle aurait pu mettre son plan à exécution à tout moment au printemps 1763. Elle avait le pouvoir, les relations, la justification, mais elle savait que si elle agissait trop tôt, certains nobles la verraient comme une épouse vengeresse plutôt que comme une sauveuse de l'Empire. Elle attendit donc, et pendant ce temps, elle continua à bâtir son réseau, car elle avait découvert quelque chose de fascinant. Une fois qu'on a la réputation d'être une femme intelligente et puissante, les hommes ambitieux commencent à vous approcher d'eux-mêmes. Et chaque nouvel allié était une nouvelle pièce sur son échiquier politique. En juin 1763, exactement 1 an après avoir décidé de se venger, Catherine avait transformé l'infidélité de son mari en le réseau de renseignement politique le plus sophistiqué d'Europe. Et Pierre, l'idiot, continuait à jouer avec ses soldats de plomb, complètement inconscient du fait que sa femme avait construit une véritable armée qui attendait l'ordre d'attaquer, l'ordre qui viendrait très bientôt. Car Pierre était sur le point de faire l'erreur la plus stupide de sa vie et Catherine savait déjà exactement comment transformer cette erreur en sa victoire finale. Le 28 juin 1762, 6 mois seulement après son accession au trône, Pierre Ier commit l'erreur tant attendue par Catherine. Et quand je vous raconterai précisément ce qu'il fit, vous comprendrez pourquoi certains hommes sont faits pour être détruits par des femmes plus intelligentes qu'eux. Pierre décida de déclarer la guerre au Danemark, non pour des raisons stratégiques, ni pour des intérêts économiques, ni pour une quelconque logique politique. Il l'a déclaré car il souhaitait récupérer le Holstein, un microscopique duché allemand qui lui appartenait techniquement par héritage, mais qui n'avait absolument aucune valeur pour l'Empire russe. Autrement dit, il voulait entraîner la Russie dans la guerre par caprice personnel. Imaginez l'absurdité monumentale de cette décision. La Russie venait de sortir de la guerre de 7 ans. Le trésor impérial était vide. Les soldats étaient épuisés, et cet imbécile voulait déclencher une nouvelle guerre pour satisfaire son ego. Mais voilà le hic, pour financer cette guerre idiote, Pierre décida de confisquer les biens de l'Église orthodoxe. D'une seule décision, Pierre avait réussi à s'aliéner complètement l'armée, l'Église et la noblesse. C'était comme s'il avait lu un manuel expliquant comment se faire haïr par tout un pays et avait décidé de suivre chaque instruction à la lettre. Catherine a pris cette décision avant la plupart des ministres de Pierre. Comment? Parce que Poniatowski avait des espions au sein du Conseil impérial. Orlov contrôlait le renseignement militaire, et Bestev maintenait le contact avec les nobles qui avaient encore accès à l'empereur. Leur réseau de maîtresses était devenu le système de renseignement le plus efficace de l'Empire. Dans la nuit du 28 juin, tandis que Pierre célébrait sa brillante décision stratégique en s'enivrant avec Elisabeth Boronzova, Catherine rencontra Orlov dans ses appartements privés. Mais ce n'était pas une rencontre amoureuse, c'était une réunion militaire. Catherine avait des cartes du palais étalées sur son lit et expliquait à Orlov comment ils allaient prendre le contrôle de l'Empire en moins de 24 heures. Vous vous souvenez que je vous avais dit que Catherine était une stratège, pas une femme méprisée. C'était la preuve. Il avait attendu le moment idéal, celui où Pierre deviendrait si impopulaire que son renversement ressemblerait à un acte patriotique plutôt qu'à une trahison. Et ce moment était arrivé. Le plan était simple et mortel. À l'aube du 9 juillet 1762, Orlov mobiliserait la garde impériale avec un seul ordre, arrêter l'empereur pour trahison. Mais cela ne serait pas présenté comme un coup d'État, mais plutôt comme une intervention visant à sauver la Russie des décisions destructrices d'un dirigeant incompétent. La justification légale. Le document que Bestouchev avait préparé des mois plus tôt, qui établissait qu'en cas d'incompétence impériale, l'impératrice avait le droit constitutionnel d'assumer le pouvoir pour protéger les intérêts de l'État. Le soutien international. Poniatowski avait déjà préparé le terrain auprès des cours européennes,
présentant Catherine comme une souveraine éclairée capable de sauver la Russie du chaos. Mais voici le point le plus brillant de toute l'opération, Catherine n'allait pas se présenter comme l'instigatrice du coup d'État. Elle allait apparaître comme la sauveuse réticente, convaincue par les nobles patriotes de son devoir de sauver l'Empire. En d'autres termes, elle allait faire croire que tout le plan était l'idée de quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité, elle en avait été l'architecte de chaque détail. Le 9 juillet 1762, à 6 heures du matin, Grégoire Orloff entra dans la chambre de Pierre Ier avec 20 soldats de la garde impériale. Pierre se réveilla en pensant à un exercice militaire jusqu'à ce qu'il voie les menottes. À cet instant, 6 mois après avoir humilié publiquement sa femme, Pierre Ier réalisa qu'il avait complètement sous-estimé la femme qu'il avait épousée. Catherine n'était pas présente lors de l'arrestation. Elle se tenait dans la cathédrale de Cana, agenouillée devant l'autel, priant pour obtenir la sagesse nécessaire pour servir le peuple russe en ces temps difficiles. Lorsque les nobles vinrent la supplier d'assumer le pouvoir, elle feignit la surprise, feignit la résistance, et finit par accepter le terrible fardeau de gouverner l'Empire par seul amour de la Russie. On perçoit la perfection de cette interprétation en un seul mouvement. Elle avait éliminé son mari, s'était arrogé le pouvoir absolu et avait fait croire à tout le monde qu'elle avait été la victime forcée de devenir la sauveuse. Elle était une version féminine de Machiavel, mais infiniment plus sophistiquée. Pierre Ier fut officiellement détrôné pour incompétence et trahison des intérêts de l'Empire. Il mourut une semaine plus tard en prison, officiellement de colique. Bien que chacun sût qu'il avait été éliminé pour éviter de futurs problèmes, Catherine exprima publiquement sa profonde tristesse face à la mort de son mari, tandis qu'en privé, elle commençait à réfléchir à la manière de consolider définitivement son pouvoir. Et c'est là que l'histoire devient encore plus fascinante, car ce que vous venez d'entendre n'était pas la fin de la vengeance de Catherine, ce n'était que le début, car maintenant qu'elle avait le pouvoir absolu, elle pouvait commencer la deuxième phase de son plan. Pour prouver qu'une femme pouvait gouverner mieux que n'importe quel homme de son temps et pour cela elle aurait besoin d'élargir considérablement son armée d'amants. Maintenant que Catherine était sur le trône, on pourrait croire qu'elle n'avait plus besoin de séduire qui que ce soit. Faux. Ce qu'elle comprenait, et que la plupart des dirigeants ne comprennent jamais, c'est que conquérir le pouvoir est plus facile que de le conserver. Et dans un empire de la taille de la Russie, avec des ennemis à la fois intérieurs et extérieurs, elle avait besoin de quelque chose de plus sophistiqué qu'une armée traditionnelle. Elle avait besoin d'une loyauté indéfectible fondée sur des liens personnels. Laissez-moi vous poser une question que personne ne vous a probablement posée auparavant. À votre avis, combien d'hommes ont été les amants officiels de Catherine la Grande pendant ses 34 ans de règne? 10. Essayez de deviner avant que je vous donne la réponse, car ce chiffre changera radicalement votre vision de la vraie nature de cette femme. 23 amants officiels recensés, sans compter les rencontres fortuites. Mais avant de croire que cela confirme un stéréotype sur les femmes de pouvoir, comprenez ceci, chacun de ces hommes était choisi avec la précision d'un chirurgien et pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'amour. Le premier de la nouvelle ère fut Sergueï Saltykov, un noble russe de 28 ans dont Catherine resta proche durant les premières années de son règne. Pourquoi ? Parce que Saltykov avait des liens familiaux avec les boïars traditionnels, cette vieille aristocratie russe qui voyait d'un mauvais œil tout dirigeant arriver au pouvoir par un coup d'État. En choisissant Saltykov comme amant public, Catherine envoyait un message clair, elle respectait les traditions russes et n'était pas une usurpatrice étrangère. Mais voilà le génie. Alors qu'en public elle semblait amoureuse de Saltykov, en privé elle évaluait déjà son remplaçant, ayant identifié une faiblesse critique dans sa position. Elle devait moderniser la Russie pour concurrencer les puissances européennes, mais cette modernisation impliquait précisément de remettre en cause les piliers traditionnels dont elle avait obtenu le soutien grâce à Saltykov. La solution était d'une élégance diabolique. En 1765, 3 ans après son accession au pouvoir, Catherine tomba follement amoureuse de Grégoire Potemkine, un officier de 26 ans, tout le contraire de Saltykov. Là où Saltykov incarnait la tradition, Potemkine, l'innovation. C'était un réformateur, un visionnaire militaire et, surtout, il avait des idées radicales sur la manière d'étendre l'empire russe au sud et à l'ouest. Voyez-vous le schéma ?
Catherine ne changeait pas d'amant par ennui ou par promiscuité. Elle en changeait lorsqu'elle devait transmettre des messages politiques différents ou lorsqu'elle avait besoin d'expertises différentes pour relever de nouveaux défis. Chaque relation était une déclaration d'intention gouvernementale. Avec Potemkine, Catherine gagnait non seulement un amant, mais aussi un partenaire stratégique qui l'aiderait à étendre la Russie vers la mer Noire et à annexer la Crimée. Mais le plus brillant résidait dans sa façon de gérer la transition. Elle ne se contenta pas de congédier Saltykov comme le ferait un homme puissant avec une maîtresse obsolète. Au lieu de cela, elle le promut à un poste diplomatique important, préservant sa loyauté tout en lui faisant comprendre que servir l'impératrice était gratifiant. Ce schéma se répéterait sans cesse tout au long de son règne. Lorsqu'elle dut réformer le système judiciaire, son amant était un brillant juriste. Face aux crises économiques, un ministre des Finances talentueux se présentait à elle, partageant par ailleurs son lit. Lorsqu'elle avait besoin d'un soutien militaire pour des guerres spécifiques, le commandant idéal devenait son favori. Mais voici ce qui démontre véritablement le génie de Catherine. Jamais, pas une seule fois en 34 ans de règne, aucun de ses anciens amants ne l'a trahi. Savez-vous à quel point c'est impossible? Pensez 23 hommes ayant un accès privilégié au pouvoir, rejetés ou remplacés, et pas un seul n'a tenté de se venger ou de vendre des informations à des ennemis étrangers. Comment a-t-elle réussi cela? C'est simple. Elle avait perfectionné l'art de faire en sorte que chaque homme se sente privilégié, même après la fin de la relation. Elle leur offrait des titres, des propriétés et des postes respectables. Elle les inscrivait dans son héritage au lieu de les faire passer pour des rebuts. C'était l'antithèse parfaite de la façon dont Pedro l'avait traité. Et tandis que ses amants se croyaient irremplaçables, Catherine avait déjà 3 coups d'avance dans sa partie d'échecs politiques, car elle avait découvert quelque chose qui allait changer l'histoire européenne. Une femme intelligente, dotée d'un pouvoir absolu et capable d'inspirer la loyauté, pouvait accomplir des choses qu'aucun empereur n'avait jamais accomplies. En 1770, 8 ans seulement après avoir renversé Pierre, Catherine avait repoussé les frontières de la Russie plus loin que n'importe quel autre souverain dans l'histoire du pays. Elle avait vaincu l'Empire ottoman, annexé des territoires stratégiques, réformé le code juridique, fondé des villes entières et fait de la Russie une puissance culturelle rivalisant avec la France. Tout cela tout en entretenant un réseau de relations personnelles si sophistiqué qu'il éliminait pratiquement toute possibilité de conspiration interne. Ses ex-amantes n'étaient pas des ennemis acharnés, mais un réseau d'alliés fidèles répartis dans tout l'Empire, chacun ayant des motivations personnelles pour protéger son règne. Commencez-vous à comprendre pourquoi on l'appelait la Grande? Ce n'était pas seulement à cause de ses conquêtes militaires ou de ses réformes politiques, c'était parce qu'elle avait complètement réinventé l'exercice du pouvoir, utilisant des outils qu'aucun homme de son époque n'avait même envisagés. Mais cessons de parler de généralités et entrons dans les détails. Car lorsque vous verrez comment Catherine a exploité ses relations pour obtenir des gains concrets, vous comprendrez qu'il s'agit de l'esprit politique le plus sophistiqué de l'histoire moderne. Et le meilleur exemple en est un qu'aucun empereur n'avait jamais accompli, conquérir des territoires sans avoir à se battre. Nous sommes en 1783, et Catherine a un problème. La Russie souhaite annexer la Crimée, une péninsule stratégiquement cruciale qui contrôlait l'accès à la mer Noire. Le problème est que la Crimée était théoriquement sous la protection de l'Empire ottoman, et une invasion directe signifierait une nouvelle guerre coûteuse que la Russie ne pouvait pas se permettre à l'époque. Solution traditionnelle, des années de diplomatie complexe, des traités internationaux, des guerres possibles, des milliers de morts. La solution de Catherine, coucher avec l'homme idéal. Et cet homme était Grégoire Potemkine, qui était alors non seulement son amant, mais aussi son ministre de la guerre et l'architecte de la politique expansionniste russe. Mais voici le point fort. Catherine n'a pas demandé à Potemkine de conquérir la Crimée, mais de la séduire. Elle lui a littéralement confié l'organisation du voyage le plus luxueux et le plus spectaculaire de l'histoire, où elle visiterait la Crimée en touriste, mais d'une manière si impressionnante que les dirigeants locaux se sentiraient honorés de rejoindre volontairement l'Empire russe. Le résultat fut le célèbre voyage du Potemkine de 1787, où Catherine fit le tour des territoires du Sud dans une flottille de navires dorés avec des villes entières construites temporairement pour l'impressionner,
avec des nobles européens invités comme témoins. Et avec une démonstration de pouvoir si sophistiquée que les dirigeants de Crimée rivalisèrent entre eux pour lui offrir leur loyauté. En 6 mois, sans tirer un coup de feu, Catherine avait annexé un territoire grand comme la Belgique, tout cela parce qu'elle avait compris ce que les généraux traditionnels ne comprenaient jamais. Parfois, la séduction est infiniment plus efficace que la force. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'elle a fait à Ivan Rimsky-Korsakov en 1778. Cet homme avait 22 ans de moins que Catherine. Elle avait 49 ans, il en avait 27, mais elle ne l'avait pas choisi pour sa jeunesse, elle l'avait choisi parce qu'il était le seul noble russe à comprendre parfaitement le système bancaire européen moderne. Pourquoi avait-elle besoin de cette expérience? Parce que Catherine avait compris qu'au XVIIe siècle, le véritable pouvoir ne venait pas des armées, mais de l'argent. Et la Russie, malgré sa taille, était financièrement primitive comparée à la France ou à l'Angleterre. Elle avait besoin de moderniser son système économique, mais toute réforme financière serait perçue avec suspicion par la noblesse traditionnelle qui profitait du chaos existant. La solution était typiquement brillante. Rimsky-Korsakov devint son amant officiel, ce qui lui donna un accès direct à l'impératrice et une légitimité sociale. Mais en privé, Catherine le considérait comme son tuteur personnel en finances modernes. Durant les 18 mois de leur relation, il lui apprit tout sur les obligations d'État, les systèmes de crédit internationaux, les banques centrales et le commerce extérieur. Résultat, en 1780, Catherine mit en œuvre les réformes financières les plus avancées d'Europe de l'Est. Elle doubla les recettes de l'État en 5 ans et établit les bases économiques qui permettraient à la Russie de financer ses guerres expansionnistes sans ruiner le trésor impérial, ou tout cela parce qu'elle avait couché avec son professeur d'économie. Mais le cas le plus frappant fut celui d'Alexandre Lancois en 1780. Cet homme avait 23 ans lorsqu'il devint l'amant de Catherine, qui en avait 51. Il était jeune, beau, mais totalement incompétent en politique. Il n'avait aucune relation familiale importante, aucune expérience militaire significative et aucune connaissance spécialisée. Alors pourquoi l'avait-elle choisi? Parce que Catherine avait identifié un problème qu'aucun autre souverain de son époque n'avait perçu, l'isolement émotionnel lié au pouvoir absolu. Après 18 ans de règne, constamment entourée d'hommes qu'il aimait pour sa position, elle avait commencé à perdre le lien émotionnel nécessaire pour prendre des décisions qui affectaient des millions de personnes. Lancois n'était pas un atout politique, mais un atout psychologique. Son rôle n'était pas de l'aider à gouverner, mais de l'aider à rester humaine tout en gouvernant et en exerçant ses fonctions. Durant les 4 années de leur relation, Catherine écrivit certaines de ses lettres les plus profondes, mit en œuvre ses réformes sociales les plus humanitaires et conserva la stabilité émotionnelle nécessaire à la gestion de crises internationales complexes. À la mort subite de Lancois en 1784, Catherine ne le remplaça pas immédiatement par un autre atout psychologique. Elle reprit plutôt ses habitudes de choix des hommes pour leurs compétences politiques spécifiques. Elle avait appris ce qu'il lui fallait savoir sur l'équilibre émotionnel du pouvoir et n'avait plus besoin de ce type de relation. Voyez-vous ce qu'elle faisait vraiment? Catherine avait transformé sa vie amoureuse en une université personnelle, où chaque professeur lui enseignait exactement ce dont elle avait besoin pour affronter les défis spécifiques de chaque période de son règne. C'était de la formation continue, déguisée en vie amoureuse. Et le plus impressionnant, c'est que ces professeurs ne se sentaient jamais exploités. Chacun croyait sincèrement être spécial, avoir un lien unique avec l'impératrice, être irremplaçable. Catherine avait perfectionné l'art de faire de chaque homme le héros de sa propre histoire romantique, tout en gardant un contrôle absolu sur le récit royal. À 60 ans, en 1789, Catherine avait utilisé son armée d'amants pour transformer la Russie, autrefois royaume arriéré, en une superpuissance européenne. Il avait étendu l'empire plus que n'importe quel autre souverain de l'histoire russe. Il avait entièrement réformé le système juridique et économique et établi un héritage culturel rivalisant avec celui de Louis XIV. Tout cela tout en entretenant un réseau de loyauté personnelle si solide qu'il n'a jamais été confronté à une seule conspiration sérieuse durant ses 34 ans de règne. Elle avait transformé sa vengeance contre un mari infidèle en la stratégie de gouvernement la plus sophistiquée de l'histoire moderne. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure que même Catherine n'avait pas anticipée,
car tandis qu'elle utilisait l'amour comme arme politique, toute l'Europe la regardait. Et il n'aimait pas du tout ce qu'il voyait. Non pas parce que c'était immoral où tous les rois européens avaient des maîtresses mais parce que c'était trop efficace. Imaginez-vous à la place de Louis X de France ou de Joseph II d'Autriche, observant une femme arriver au pouvoir par un coup d'État déjouer systématiquement tous les dirigeants légitimes d'Europe. Catherine a non seulement étendu ses territoires plus vite qu'eux, mais elle l'a fait en dépensant moins d'argent, en perdant moins de soldats et en maintenant une stabilité interne dont il ne pouvait que rêver. Le résultat. Pour la première fois dans l'histoire européenne, des rois commencèrent à conspirer contre une souveraine, non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle était trop forte. Ils décidèrent d'utiliser contre elle l'arme même qu'elle avait perfectionnée, la séduction politique. Le plan était simple et cruel. Si Catherine utilisait de jeunes hommes talentueux pour renforcer son empire, ils enverraient de jeunes hommes talentueux pour le détruire. Des espions déguisés en amants, des saboteurs aux allures de galants, des traîtres rompus à l'art de la séduction qui l'approcheraient avec la mission précise de détruire son réseau de pouvoir de l'intérieur. Mais c'est là que l'expérience de Catherine s'est avérée fatale. Après avoir passé 2 décennies à perfectionner l'art de décrypter les véritables intentions des hommes, identifier un espion déguisé en amant était d'une facilité déconcertante. Le problème n'était pas de les détecter, mais de savoir quoi en faire une fois repérés. Et c'est là que Catherine démontra que sa cruauté intellectuelle était sans limite. Au lieu d'exécuter les espions ou de les expulser, elle décida de les convertir. Elle les séduisit si complètement, les manipula si habilement qu'ils finirent par trahir les pays qui les avaient envoyés pour devenir des agents doubles au service de la Russie. Le cas le plus célèbre est celui du comte Alessandro Cagliostro, envoyé par le Vatican en 1785 pour séduire Catherine et la convaincre de restituer les biens confisqués à l'Église orthodoxe. Cet homme était un véritable espion papal, formé à la séduction, à l'alchimie et à la manipulation psychologique. Il arriva à Saint-Pétersbourg avec des références impeccables et une réputation d'irrésistible. Que fit Catherine? Elle feignit d'être complètement sous son charme. Pendant 6 mois, Cagliostro crut avoir accompli sa mission. Catherine semblait tomber amoureuse de lui. Elle le consulta sur les questions religieuses. Elle semblait même envisager les réformes souhaitées par le Vatican. Cagliostro envoya des rapports triomphants à Rome, convaincu d'avoir accompli l'impossible. Jusqu'à ce qu'un soir, au cours de ce que Cagliostro croyait être un dîner intime et romantique, Catherine lui étala des copies de toutes les lettres qu'il avait envoyées au Vatican, de toutes les instructions qu'il avait reçues et de chaque détail de sa mission secrète. Puis elle dit quelque chose qui le fit Jeannette. « Alexandre, mon amour, maintenant que nous savons exactement ce que Rome veut, nous pouvons décider quelles fausses informations ils veulent que tu leur transmettes. » Cagliostro était devenu un agent double sans même s'en rendre compte, et lorsqu'il comprit enfin ce qui s'était passé, il était trop tard pour s'échapper. Catherine avait suffisamment de preuves pour l'exécuter pour espionnage, mais elle lui proposa plutôt mieux. Une vie confortable en Russie, où il enverrait de fausses informations à Rome, ou une mort publique et douloureuse pour haute trahison. Quel choix a-t-il fait? Exactement. Pendant les 10 années qui ont suivi, le Vatican a reçu des rapports réguliers de son agent à succès à la cour russe, ignorant que chaque mot avait été dicté par la femme même qu'il était censé manipuler. Ce schéma se reproduisit avec les espions envoyés par l'Autriche, la France, la Prusse et l'Angleterre. Catherine avait transformé les armes de ses ennemis en extension de son propre pouvoir. C'était comme si elle avait pris les balles tirées contre elle et les avait transformées en soldats de son armée. En 1790, le réseau de renseignement de Catherine couvrait non seulement l'ensemble de son empire, mais avait également des ramifications dans toutes les grandes cours européennes. Ses anciens espions, désormais convertis, lui fournissaient des informations en temps réel sur les plans de ses ennemis, tout en diffusant de fausses informations conçues spécifiquement pour inciter ces derniers à prendre des décisions stupides. Résultat, toute l'Europe jouait aux échecs tandis que Catherine jouait au poker avec des cartes marquées. Elle savait exactement ce que chaque adversaire lui réservait, tandis que croyait détenir des secrets. Et tout commença par la simple décision de se venger d'un mari infidèle. Pierre Ier avait créé un monstre, mais pas celui qu'il avait imaginé.
Il avait créé la stratège politique la plus redoutable de l'histoire moderne, une femme qui avait transformé sa souffrance personnelle en pouvoir absolu et qui avait utilisé ce pouvoir pour redéfinir complètement les règles du jeu politique européen. Mais l'histoire n'était pas terminée, car Catherine allait prouver que tout ce qu'elle avait accompli jusque-là n'était qu'un échauffement pour son chef-d'œuvre final. Nous sommes en 1796. Catherine a 67 ans et elle vient d'accomplir quelque chose qui laissera toute l'Europe sans voix. Après 34 ans de règne, après avoir fait de la Russie une superpuissance, après avoir prouvé qu'une femme pouvait gouverner mieux que n'importe quel homme de son époque, elle prend une décision qui changera à jamais la perception du pouvoir féminin dans le monde. Elle décide d'écrire ses mémoires, mais pas n'importe lesquelles, pleines de diplomatie et de fausse modestie. Elle décide d'écrire la vérité, toute la vérité, sur Pedro, sur ses amantes, sur la manière dont il a bâti son empire en utilisant des outils qu'aucun roi n'avait jamais envisagés. Et surtout, elle décide d'en faire un manuel d'instruction pour les futures femmes puissantes. Imaginez une souveraine au sommet de son pouvoir qui pourrait simplement se reposer sur ses lauriers et espérer que l'histoire la jugera favorablement. Au lieu de cela, elle choisit de documenter précisément comment elle a accompli l'impossible. C'était comme si Einstein avait décidé d'écrire un manuel de physique pour débutants, ou comme si Léonard de Vinci avait créé des tutoriels YouTube sur l'art. Mais voici ce qui rend ses mémoires véritablement révolutionnaires. Catherine n'a pas écrit sur l'amour comme quelque chose de romantique ou d'émotionnel. Il a décrit l'amour comme une technologie, un outil sophistiqué qui, entre des mains expertes, pouvait accomplir des choses que la force brute ne pourrait jamais accomplir. Selon ses propres termes, un homme puissant utilise la peur pour dominer. Une femme puissante utilise le désir. La peur vous donne une obéissance temporaire. Le désir confère une loyauté éternelle. Et la loyauté éternelle est la seule chose qui compte vraiment lorsqu'on bâtit un empire qui doit survivre à sa propre vie. On perçoit le degré de sophistication philosophique derrière cette affirmation. Catherine avait identifié une différence fondamentale entre les différents types de pouvoir et avait bâti tout son système de gouvernement autour de cette compréhension. Mais les mémoires révélèrent quelque chose d'encore plus frappant. Catherine n'avait jamais perdu le contrôle de ses émotions. Pas une seule fois, en 34 ans de relations stratégiques, elle n'avait confondu faux-semblant et réalité. Elle n'était jamais véritablement tombée amoureuse d'aucun de ses amants, car tomber amoureuse aurait signifié perdre l'objectivité nécessaire à ses relations. En effet, elle était, selon ses propres termes, une actrice qui ne dérogeait jamais à son personnage, car elle comprenait que rompre son personnage, même un instant, pouvait lui coûter son empire. Imaginez le niveau de discipline mentale que cela exigeait. Pendant des décennies, elle a entretenu des relations intimes avec des hommes qui croyaient sincèrement quel était leur véritable amour. Tant que l'on maintient une distance émotionnelle suffisante pour les considérer constamment comme des atouts politiques, c'est psychologiquement presque surhumain. Et voici la révélation qui va complètement changer votre point de vue sur toute cette histoire. D'après ses mémoires, Pedro Ier avait été exactement le catalyseur dont elle avait besoin. S'il avait été un époux fidèle et compétent, Catherine aurait fini par devenir une épouse décorative, d'autant plus dans l'histoire européenne. La trahison de Pierre n'avait pas causé.